Bonjour à tous. Je vous propose avant de commencer qu'on fasse juste un petit test pour savoir si tout le monde nous entend bien. N'hésitez pas à l'indiquer sur le chat qui est en bas à droite si vous avez un problème de son ou un problème technique. Donc visiblement tout est bon, donc on peut y aller. Je suis ravie de pouvoir animer ce webinaire avec toi Thomas pour partager sur Également. ce sujet hyper important de comment on affirme sa singularité dans son expérience produit. On va rentrer rapidement dans le vif du sujet. Ça va permettre comme ça de ma petite intro à ce que les derniers participants puissent nous rejoindre. Donc, comme je disais, il y a Julien, notre responsable communication, qui est derrière le clavier. Donc, si vous avez des questions pendant toute l'intervention, n'hésitez pas à les poser dans le chat. Et avec Thomas, on reviendra du coup sur les questions du coup en fin de webinaire. Voilà. Et puis, je vais t'introduire, Thomas, avant de te passer la parole. Mhm. Donc, tu as mené pendant plus de 20 ans la transformation de grands groupes dans le secteur des médias, avec notamment un parcours impressionnant et incroyable avec, on va dire, plusieurs postes chez RTL jusqu'au poste de directeur général et aussi un poste de CDO chez Les Échos. Voilà, tu as de multiples casquettes et ça t'a permis d'accompagner des conduites de changement avec pragmatisme et innovation. Et tu as décidé de te lancer en 2021 en créant Parsk. Pour bien t'introduire et introduire ce que tu fais, je te propose que tu nous présentes Parsk Ouais, et la avec mission que tu plaisir. as donnée avec ce projet. Ouais, merci Anaïs et bonjour à tout le monde. Donc effectivement pour vous en dire un petit peu plus sur Pars. Donc Pars que j'ai lancé il y a 3 ans, suite comme tu le disais à 20 ans d'expérience média sur des logiques de diversification, de transformation, d'accompagnement à la conduite du changement. Parce que vous l'avez là, dérivé de la locution parce que, puisque je me suis rendu compte au fil de mes expériences et au fil des missions qui se présentaient à moi il y a 3 ans, la nécessité de remonter à cette notion du pourquoi et à la vision. Alors ça n'a pas été aussi clair dès le départ. En fait, je suis déjà passé par une étape justement fort de l'expérience que j'avais pu avoir à travers dans les groupes que j'avais accompagnés, de l'importance du produit dans cette transformation. Ça aussi, on y reviendra. Mais je me suis confronté très rapidement en fait à des demandes, des besoins produits qui finalement ne s'inscrivaient pas dans une vision ou dans une grande finalité, en tout cas suffisamment claire. Et donc, j'ai fait ce travail de remonter au pourquoi. Et voilà en fait comment je me suis lancé sur cette logique. Pour préciser en fait au début, parce qu'on était vraiment dans le vif du sujet, puisqu'en fait moi j'avais la grande ambition d'accompagner des grands groupes qui ne soient pas d'ailleurs que médias dans cette logique de devenir une product first company. Voilà, sauf que je me suis heurté assez rapidement au fait que finalement, et ça m'intéressera peut-être de vous entendre là-dessus aussi, mais que la notion de product, en fait, elle est quand même, c'est quand même un entre-soi et finalement, quand on commence à discuter avec des décisionnaires, ça leur parle pas forcément. Et donc, j'ai pas forcément réussi à percer en fait sur du conseil et sur de l'accompagnement avec cette première proposition de valeur là. Et c'est comme ça que j'ai fait un premier pivot très rapidement, c'est-à-dire qu'en fait le produit je l'ai pas mis en finalité, mais plutôt comme un moyen pour servir un enjeu qui parlait plus, qui est cet enjeu d'alignement entre vision et exécution, et donc le produit comme levier effectivement de la transformation et de la croissance. Hyper intéressant parce que c'est ce dont on va parler. On va parler sur le fait que beaucoup d'entreprises travaillent notamment leur stratégie avant d'initier leur démarche produit. Ce dont on va parler, c'est que tu es quand même convaincu que on peut aussi travailler l'approche dans l'autre sens. C'est Mhm. le fait que le produit peut être un levier de transformation pour la stratégie des entreprises. Et pour rentrer immédiatement dans le vif du sujet, est-ce que tu peux nous expliquer comment ça marche pour toi et comment cette démarche peut permettre de répondre à la fois aux attentes des collaborateurs qui ont besoin de vision, de stratégie et aussi de sens dans le produit, mais aussi des consommateurs et des entreprises d'un point de vue plus macro. Ouais, bien sûr. Alors, je vais parler. Je risque de revenir souvent sur l'exemple des médias, mais je pense que cette nécessité de recoller à la vision et au pourquoi, à mon avis, touche aujourd'hui en fait l'ensemble des entreprises de tout secteur et quelque part de toute taille d'entreprise. Euh,
On peut peut-être, je me permets d'avancer sur les slides pour effectivement appuyer mon propos. En gros, certains reconnaîtront la théorie qui m'anime, qui est celle de Simon Sinek, qui est effectivement celle du Golden Circle, qui, en gros, pour la résumer et pas prendre trop de temps à tout le monde, mais dit la chose suivante, c'est que les gens n'achètent pas ce que vous faites, mais pourquoi vous le faites. Et ça vaut autant pour les clients finalement que pour l'animation des équipes et le sens à donner aux équipes. Moi, je me suis souvent confronté, encore une fois, quand je faisais partie de ces groupes-là ou depuis, pour ceux que j'accompagne, à cette nécessité, cette urgence en fait du delivery et donc beaucoup dans cette strate du quoi, c'est-à-dire voilà quoi mettre en place, alors qu'en fait le plus important c'est pas forcément déjà quoi faire, mais c'est pourquoi on le fait. Souvent et ces derniers temps, moi on m'a demandé d'intervenir pour là rentrer dans des exemples concrets. Lancer une stratégie de podcast, lancer une stratégie de newsletter. L'année dernière, c'était la tendance du métavers. Aujourd'hui, c'est la tendance de l'IA. Le vrai sujet, en tous les cas, moi, ma position là-dessus et ma conviction, c'est effectivement, avant de se lancer comme ça sur ces choses-là, parce que les autres le font, c'est déjà de se reposer la question de ce qu'on veut vraiment et de quel média on veut être. Donc, il y a effectivement cette importance de la singularité. On le voit, en tout cas là aussi pour les médias, mais je pense que ça vaut aussi pour toute entreprise. On est dans une période et dans une époque où on est dans de l'infobésité, où l'information nous parvient de tous côtés, où on sature complètement. Et donc c'est vrai que si on est un média similaire aux autres, bah, finalement on a très peu de chances d'émerger et en tous les cas très peu de chances de fidéliser sur le long terme. D'où l'importance effectivement que chaque action, que chaque équipe, que chaque collaborateur se retrouve en fait dans la singularité de son produit et de son entreprise pour pouvoir délivrer correctement, pour pouvoir prioriser aussi les actions. Puisque ça, moi, je l'ai vécu un peu en bout de chaîne, notamment enfin, dans certaines entreprises que tu évoquais, pour n'en citer aucune. Mais je me suis retrouvé un peu en bout de chaîne de roadmap de 350 lignes, avec des gros, des petits, des moyens projets, où chaque département injectait ses demandes de manière urgente et où tout finalement était urgent et où on ne savait plus prioriser parce qu'en fait, on ne savait pas réellement ce qu'on voulait faire et à quel pourquoi on répondait. Donc c'est vrai que c'est une conviction, moi, qui m'est apparue très fortement et au fil de ces dernières années, avec Parsk, j'ai effectivement construit une méthodologie autour de ça pour accompagner à accoucher d'un produit, mais qui soit en rapport avec sa singularité. Si on repart du Golden Circle, juste pour effectivement rester dans la théorie, mais aller un peu plus sur la pratique, effectivement, il faut plutôt voir au-delà d'un cercle, il faut voir plutôt ça comme un cône, c'est-à-dire que on est dans des logiques, en tout cas pour des entreprises historiques, traditionnelles, qui sont plutôt sur des systèmes organisés, hiérarchiques, avec un pourquoi qui est un peu la partie haute de l'entreprise avec des décisionnaires qui là injectent leur vision en dessous du comment qui est plutôt un niveau et une strate gérée par le top management et du what, c'est-à-dire le quoi et le delivery plutôt au niveau des équipes. Et en fait, quand on voit ça, c'est vrai que la vision vient du haut, la stratégie s'exécute derrière et en bas on a l'expérience. Et on s'aperçoit pour autant que, en fait, c'est cette expérience qui fait le lien avec l'ensemble des clients de l'entreprise. Et donc, c'est cette expérience-là qu'il faut soigner. Et c'est évidemment cette expérience-là sur laquelle il faut être singulier. C'est-à-dire que c'est pas qu'une notion de vision et de communication et de marketing. C'est aussi dans les faits, dans l'expérience qu'on délivre, donc dans le produit, qu'il faut être singulier pour pouvoir toucher les clients qu'on veut toucher. Là-dessus, moi, partant de ça, en fait, et l'accompagnement qui m'est apparu nécessaire, c'est pour pouvoir faire un bon produit et pas juste une refonte, parce que c'est vrai que là aussi, je me confronte régulièrement à des demandes de refonte de sites et d'applications, et c'est pas forcément là où j'ai envie d'intervenir et où je suis d'ailleurs le mieux placé, à moins effectivement de remonter à cette notion de pourquoi. Donc moi, j'aime bien travailler sur trois phases qui sont celles-ci, c'est-à-dire de remonter à la vision et au sens à travers une formalisation des principes stratégiques. En fait, ça va être un peu les 10 commandements, les vrais choix structurants en fait que l'entreprise
doit poser pour orienter ses choix. Et c'est effectivement plutôt des principes stratégiques qui, en fait, là, sont sur du long terme. Une vision, a priori, elle est pas faite pour changer, ou en tous les cas, elle est faite pour évoluer, mais en tous les cas, elle n'est pas faite pour effectivement passer d'un point A à un point B sans aucun point d'alignement. Derrière, il y a évidemment comment se traduit cette vision et ces principes stratégiques en termes de produits, alors avec un grand P, parce que là aussi, on peut peut-être passer juste 2 minutes à expliquer les choses. On parle de produits un peu à tout va. Il y a pour moi 2 typologies de produits. Il y a le produit au sens l'expérience qu'on délivre, l'interface à laquelle le client va être confronté. Moi, quand je parle de produit, de vision produit et de traduire sa singularité en produit, je parle effectivement d'un produit plus global. En fait, ça va être l'ensemble des composants et des éléments que l'entreprise met en face de son client pour créer la relation. Donc, c'est effectivement l'expérience au sens interface UX, mais c'est aussi le prix, c'est aussi tous les messages marketing, c'est aussi toute la communication, c'est aussi le récit que va raconter une régie publicitaire. Le produit, c'est tout ça en fait. C'est vraiment tout ce qui va faire, encore une fois, l'entreprise, d'où l'importance de remonter à sa singularité. Et derrière ces principes produits, l'idée, c'est effectivement de faire émerger une expérience qui vaut d'ailleurs autant comme expérience collaborateur que comme expérience client, et qui va permettre là de cadrer les choses pour ensuite pouvoir décliner de manière cohérente, de manière synergique, l'ensemble de sa singularité sur l'ensemble des devices, en ne partant pas seulement d'un device, c'est-à-dire on ne repart pas d'une refonte d'un site ou d'une refonte d'appli, on repense les principes produits au sens large pour ensuite les décliner en fonction de ce qu'on veut faire. Et puis après, derrière, il y a une autre étape, alors qui nous concerne peut-être moins sur cette discussion-là, mais qui pour moi est importante parce que elle va en tout cas dans la continuité de l'alignement que je cherche à avoir entre vision et exécution. C'est évidemment travailler sur l'organisation, sur la gouvernance par le biais des OKR, voilà, qui sont effectivement un moyen de suivre l'impact et de mesurer l'impact en fait de son produit et donc de sa vision. Derrière, et pour venir à des exemples très concrets, c'est qu'effectivement, moi, pour avoir mené des transformations dans les groupes dont tu parlais tout à l'heure, Anaïs, RTL et les Échos notamment, je me suis aperçu très rapidement que imposer une stratégie, c'était pas le bon modèle et le bon moyen. Et même parler stratégie, c'est quelque chose qui tout de suite fait peur et effraie. Et je le vois encore aujourd'hui à travers mes missions. C'est vrai que la plupart du temps, toute entreprise a l'impression qu'elle fait de la stratégie depuis des années, que soit elle a déjà formalisé quelque chose, soit elle a passé déjà en tout cas suffisamment de temps et qu'elle a besoin d'aller délivrer. Donc, parler stratégie et utiliser la stratégie comme levier de transformation, finalement, c'est assez contre-productif. Et moi, je me suis aperçu que le plus simple et le levier, en tous les cas, le plus actionnable était évidemment le produit. Et c'est ce que je remets ici, c'est-à-dire qu'effectivement, plutôt d'être encore une fois sur un alignement hiérarchique et imposé, l'idée, et c'est pas que des 20 mots et des mots politiquement corrects, c'est effectivement chercher à co-construire en fait un produit, co-construire une expérience ensemble, que ce soit la direction, les décisionnaires, le top management et les équipes, et que souvent en fait c'est ce qui permet de créer quelque chose de concret autour desquels là aussi on va amener la transformation parce qu'on va mettre tout le monde en mouvement autour d'un besoin très concret et c'est comme ça qu'on va pouvoir amener les gens à changer leur manière de travailler, voire à changer de métier carrément pour les inciter à se digitaliser, à se transformer. Et au cœur de ça, le produit a évidemment une importance très forte. Tout ça nous amène effectivement à ce qu'est la stratégie d'entreprise. Donc effectivement, partir d'enjeux très concrets à des actions à mettre en forme. Et je le disais tout à l'heure, c'est vrai que moi je l'ai vu. Et là aussi, ça m'intéressera d'avoir vos retours. C'est vrai qu'on est souvent dans cette notion et dans ce niveau d'action. Donc on est beaucoup dans le quoi, mais ça ne permet pas, encore une fois, de mettre en mouvement les équipes de manière cohérente et synergique
en réponse à une vision. Et donc, il y a tout un tas d'éléments. Alors, on parle de beaucoup de choses. C'est pour ça qu'on voulait aussi passer quelques minutes à redire quels étaient ces éléments, parce qu'on parle de raison d'être, de positionnement, d'ambition, de valeur. Tout ça, effectivement, participe à ce qu'est la marque. Après, ça n'a pas forcément le même usage, mais c'est des choses qui sont essentielles en tous les cas pour aller vers le produit et aller vers les actions. On vous les a remis là, la raison d'être, qui est le fondement qui donne du sens à l'action. Très étonnamment, c'est pas forcément d'ailleurs la chose sur laquelle il faut commencer. La raison d'être, elle émane souvent justement d'une vision, d'un produit, et c'est seulement parce que les collaborateurs et les équipes ont travaillé autour du produit que se crée une culture en fait de l'entreprise. Et c'est à partir de cette culture d'entreprise qu'on remonte à la raison d'être, mais elle se fait souvent 1, 2, voire 3 ans en fait après avoir retravaillé le produit et la vie et la vision. Il y a cette notion d'ambition qui est un peu l'équivalent de la vision, ce que je disais tout à l'heure. C'est du temps plus long. Et puis il y a à travers ça toutes les valeurs qui, elles aussi, quelque part, doivent être déversées dans le produit pour créer la singularité du produit. Et puis après, les priorités stratégiques et l'action, là, on est dans du pur opérationnel. Mais je reviens sur cette notion de priorité. Pour moi, là aussi, elle est importante. C'est-à-dire que je vois aujourd'hui énormément d'entreprises, 8 entreprises sur 10, 9 entreprises, c'est quand même pour moi la majorité des cas, où en fait, on se retrouve avec des roadmaps tellement denses, tellement riches, que finalement, en fait, toute cette notion de priorisation s'est perdue. Et donc, c'est vrai que là aussi, pour moi, la vision, elle doit permettre ça, et un produit aligné à la vision doit permettre ça. C'est être en capacité de pouvoir prioriser ce qu'on fait. Encore une fois, l'idée, c'est pas de tout faire et pas de tout faire en même temps, mais bien de choisir en fait ce qu'on fait pour aller ensuite mesurer et optimiser continuellement les choses. Mais cette notion de priorisation, elle est extrêmement importante, et pour moi, elle a tendance à être très peu présente au sein des entreprises qui, encore une fois, vont. C'est un peu une fuite en avant parfois, mais c'est de vouloir aller très vite et de vouloir tout faire et de pas forcément prendre le temps de réfléchir. Et on y reviendra tout à l'heure, pas aussi forcément le temps de savoir renoncer, de dire non, parce que choisir, c'est aussi ça. Mm. Et Thomas, hyper intéressant en tout cas de nous partager enfin de repartager peut-être pour certains qui aussi connaissent ces grands principes, en tout cas ces postulats qui sont voilà, essentiels et hyper importants pour avancer sur une bonne démarche produit. On a pas mal échangé aussi ensemble sur le fait que le fait que tu te mettes à ton compte était aussi une manière d'avoir plus de liberté Oui. pour accompagner justement les directions et les équipes. Ce qui sera intéressant là dans ce qu'on va voir après, c'est que Mhm. tu vas nous parler des 2 exemples quand tu étais pour le coup pas à ton compte et salarié, de comment tu as Ouais. mené cette transformation sur cette vision. Et peut-être qu'aussi tu nous partages comment ça se passe quand tu es dedans et quand tu es dehors, parce que comme tu le disais, savoir renoncer, avoir la liberté aussi de pouvoir dire d'autres choses, Oui. peut-être te permettre d'aller aussi un peu plus loin par rapport aux écueils que tu as potentiellement pu avoir dans tes expériences passées. Ouais, avec plaisir pour vous en parler, parce que c'est effectivement, pour moi, c'est pas une révélation, mais c'est une confirmation effectivement de l'évolution et de la progression, moi, de mon parcours. Je vous ai remis effectivement deux projets de transformation que j'ai pu faire, qui sont pour moi quand même importants, parce qu'en fait, c'est de là qu'est né Parsk aussi. Donc, il y a en 2014 le projet de refonte en fait de l'ensemble de l'écosystème des radios du groupe RTL. RTL, RTL2, Fun Radio, qu'on avait à l'époque nommé Digital Renaissance. Là aussi, c'est pas anodin. L'idée n'était pas de faire une révolution, mais d'accompagner la transformation et le changement, d'accompagner le développement des radios. Donc, on était vraiment là dans un accompagnement et dans une certaine continuité sans être dans la rupture. Et puis derrière, il y a eu 4 ans plus tard, la refonte en fait des sites Les Échos. On a commencé par Les Échos, mais derrière, en fait, on a créé tout un écosystème multimarque avec les EcoStart, Investir, Capital Finance et j'en passe. Et en fait, ces 2 projets-là, je vous les ai remis parce qu'effectivement, quand je dis que c'est pour moi les prémices de ce que j'ai construit avec Parsk, c'est typiquement 2 exemples sur lesquels je n'ai pas commencé par la stratégie, mais j'ai commencé par le produit. Donc, j'ai commencé par définir ce que pourrait être en fait le produit,
le produit à venir. Et on a construit comme ça des principes produits, on a changé l'organisation, on a remis un peu d'huile dans les rouages de la digitalisation de ces groupes-là. Et donc c'est là-dessus en fait que moi j'ai commencé à monter Parce qu'à me dire qu'effectivement, encore une fois, le produit était central, le produit permettait la transformation et c'était pour moi un levier assez bénéfique pour accompagner le changement. Pour revenir à ce que tu évoquais, qui est un sujet que j'aime effectivement beaucoup, c'est le sujet de la liberté de ton. C'est vrai que moi, je me suis toujours positionné dans ces groupes-là. Alors, ce que j'appelle, c'est un terme que j'aime bien, et que j'ai découvert il n'y a pas longtemps, mais qui est un rôle de déviant positif, c'est-à-dire l'idée de plutôt agiter et provoquer pour aller vers cette transformation-là. Évidemment, c'est un rôle qui est beaucoup plus difficile à tenir en interne qu'en externe. Voilà, et quand je dis que pour moi ça a été une révélation, c'est que effectivement je me suis aperçu en me mettant à mon compte que cette liberté de ton, elle était nécessaire, elle était très importante, et que en étant un peu plus neutre à l'organisation et extérieur à ça, finalement elle a une vraie valeur, elle a un vrai impact. Et aujourd'hui, moi, c'est vrai que c'est un statut et un positionnement que j'aime beaucoup, parce que je crois nécessaire d'aller challenger le statu quo pour justement re-questionner en fait ce qu'on fait, ce qui est en place, les priorités qui sont fixées. Je reviens à notre sujet d'aujourd'hui, mais la question du pourquoi, c'est vrai que je pense que je l'avais déjà en fait quand j'étais salarié, et c'est vrai que j'encourage tout le monde à l'avoir. C'est plutôt que d'exécuter, ou en tous les cas de livrer ce qu'on vous demande, c'est toujours de re-questionner les choses et de recommencer par le pourquoi, euh, parce que c'est peut-être pas en fait la solution évoquée qui est la bonne solution, mais en fonction du pourquoi, c'est peut-être d'autres choses qui sont déjà en place et qui suffit peut-être d'optimiser, voilà. Alors qu'on a toujours tendance à vouloir créer, recréer, et c'est là où en fait on complexifie souvent le système de l'entreprise. On le densifie et ça crée quelque chose de très complexe in fine. Euh, Et du coup, donc, sur ces deux projets, Thomas, ouais. comment enfin, c'est quoi enfin, peut-être pas les KPI, mais en tout cas les résultats bénéfiques à ces projets, et comment ça a été pris du coup en interne, du coup que le produit challenge quelque part la stratégie? De manière très différente de part et d'autre, mais parce que je pense qu'on n'était pas sur sur les mêmes maturités, ni la même typologie de médias. Côté RTL, en 2013-2014, moi, quand je suis arrivé, la radio a pas eu ce besoin de survivre face au digital comme ça a été le cas pour la presse. Et donc, effectivement, moi, quand j'arrive chez RTL, il y a une envie. Voilà, de se développer sur le digital, mais il n'y a pas réellement d'ambition écrite et de feuille de route. Donc c'est tout l'avantage aussi d'arriver à ce moment-là, c'est de pouvoir écrire ta feuille de route et d'amener toi les bons leviers. Le produit a été effectivement ce levier que moi j'ai enclenché, avec plus ou moins de facilité en fonction là aussi de la radio et de la marque dont on parle. Euh, Ce qui est certain, c'est que, je le disais tout à l'heure, c'est que je pense que l'erreur que j'ai pu faire au départ, c'est de vouloir de croire à mon produit et de vouloir presque le pousser sans forcément euh, aller le co-construire, voilà. Et ça m'a beaucoup aidé pour la suite. Donc par exemple chez RTL, c'est vrai que tout le travail a été de se mettre quasiment aux côtés des équipes pour faire en sorte que eux aussi s'y retrouvent et qu'on construise un produit ensemble. Voilà. Là où quand chez aux Échos en 2018, je pense qu'on était déjà dans une maturité plus poussée. Il y avait déjà eu des choses de faites et des choses existantes. Et puis on n'avait pas les mêmes KPI justement, c'est-à-dire que sur la partie RTL, on avait plus une volonté d'aller chercher de l'audience, et on l'a fait. C'est-à-dire, je crois qu'on est passé de 2,3 millions de visiteurs uniques à 8 millions en l'espace de 3 ou 4 ans. Et donc on a réussi ce pari-là. On avait une volonté aussi de remonter dans le top des sites de news. On était 15e, je crois, en 2013 ou 2014, ou 20e, et on a réussi à remonter en 5e, voire 3e, je crois, pour la meilleure position. Sur les Échos, il y avait une logique plus héroïste, on va dire.
L'idée était de transformer carrément le modèle et de passer d'un modèle d'audience et publicitaire à un modèle d'abonnement. Donc là, il y Mmh. avait vraiment comment recréer un écran premium, comment apporter du confort à l'abonné, comment finalement donner plus de valeur à l'abonnement et pas seulement par l'accès au contenu, mais aussi par justement un écran, une expérience qu'on amène à l'abonné. OK. Et donc, en parlant d'expérience, ta méthode, c'est de travailler sur 5 niveaux de singularité, ce qui doit faire une bonne transition avec la slide d'après. Est-ce que tu Ouais, tout à peux fait. expliquer un peu Ouais. ça? Ouais, exactement. Donc, ça aussi, c'est un peu théorisé au fil de de mes missions et de mes expériences. C'est que, effectivement, ce qu'il en sort, c'est 5 niveaux de singularité. C'est-à-dire qu'en gros, on part d'une volonté, donc on part de la base, d'une volonté d'être, à partir du moment où on a réussi, hein, à s'aligner avec l'entreprise pour aller chercher, pour retravailler sa singularité, l'idée, c'est d'aller chercher sa différence. Et effectivement, on démarre souvent par, de la fonctionnalité, on remonte à de la marque, puis du produit, puis de la communauté, puis du marché. Et effectivement, plus on remonte, plus, ça ne permet pas seulement d'être différent, mais ça permet, d'aller au Graal, c'est-à-dire, ce qu'on a là, le be yourself, c'est d'être soi-même. Parce qu'en fait, finalement, la singularité, c'est arriver à être soi-même. C'est peut-être ce qui est le plus difficile pour toute marque, pour toute entreprise, de tout secteur. Encore une fois, je parle de ce que je sais, mais sur le secteur du média, on parle souvent de benchmark assez consanguin, c'est-à-dire que souvent et trop souvent, on a tendance à regarder ce que font les copains ou les concurrents et à reproduire les choses. On en parlait, Anaïs, en préparant ce point-là, par exemple sur, je sais plus, c'était sur la notion de la fameuse fausse bonne idée de personnalisation de Ah oui. l'expérience. Voilà, bon, on sait tous que quand tu poses la question, tout le monde la veut, que ce soit en interne ou en externe. Et puis en fait, quand tu regardes les usages, finalement, c'est pas forcément ça qui fait la différence. En tous les cas, ces niveaux de singularité permettent effectivement de passer d'une singularité classique et sommaire à une singularité qui est réelle et puissante et qui a de la valeur en allant vers son soi-même, entre guillemets. Et donc, si on les reprend juste un par un, c'est vrai que la fonctionnalité, ça va être le petit module et le petit serviciel qui va faire la différence. La marque, c'est travailler son marketing et son discours de marque. Le produit, ça va être de travailler l'expérience au global. La communauté, c'est encore le niveau au-dessus, c'est aller chercher une communauté qui est pas celle de la concurrence, qui est celle qu'on va créer et et avec laquelle on va construire aussi le produit. Et puis le marché, quand on réussit à être différent et soi-même, et en tous les cas singulier sur son marché, en fait, c'est ce qu'on appelle l'océan bleu. Et là, on se crée véritablement un business à part. Et ça fait le lien aussi avec le slide, les slides suivants. C'est que quand on a cette pyramide en tête, je vous ai repris un exemple qui, je pense, j'espère, parlera à tout le monde. C'est l'exemple de Snap. Snap a été finalement le premier à se lancer sur cette logique d'instantané par la photo et par la vidéo. Pour moi, c'est une très bonne traduction de ce qu'est une vision en action. Évidemment, c'est toujours plus simple quand on prend comme exemple une startup que quand on prend un exemple, une grande entreprise ou encore une fois un média qui est une matrice assez complexe avec plusieurs niveaux de clients et d'utilisateurs différents. Mais pour moi, c'est le même principe. C'est-à-dire que là, vous avez la traduction de la vision en action. Pour rappel, Snap, son claim, Share a Moment ou Be Yourself, Share Your World, c'est clairement effectivement une volonté en fait de pouvoir partager, donc d'être dans une notion de communauté. Voilà. Et ils ont quasiment hacké, voire fait un hold-up en fait sur la fonctionnalité appareil photo des téléphones pour créer en fait une fonctionnalité qui est là clairement en ligne avec leur vision de départ. Et là où je mets de feature à market, c'est que quand on prend la pyramide, c'est qu'en fait effectivement ils ont créé une fonctionnalité autour de cette notion de communauté et de partage. Ils ont créé une marque, ils ont créé un produit à part entière, ils ont créé une communauté qui va avec et qui se reconnaît dans les codes de leur marque. Et puis, Graal ultime, ils ont créé leur océan bleu parce que pendant un certain temps, ils ont créé leur propre marché. Sauf que
Et là, ça fait le lien avec les autres travers de ce que peuvent être le manque de singularité ou l'absence, en tout cas, d'aller chercher une vision. C'est que derrière, on a très rapidement eu en fait des clones de Snap. C'est-à-dire que Instagram, puis TikTok, puis Facebook ont été là aussi sur le terrain de Snap avec les stories. Et petit à petit, on regrignoté en fait le marché, donc l'océan bleu de Snap, en repartant de la fonctionnalité pour essayer, eux, de recréer cette pyramide et d'aller créer leurs 5 niveaux de singularité. À tel point que je vous ai mis ce petit article-là, mais qui pour moi résume pas mal les choses. Le copier copie les copieurs. Voilà. On est clairement, en fait, encore une fois, dans ces marchés qui se regardent, qui se concurrencent, qui se benchent et qui finalement se copient les uns les autres. On voit bien pour autant que c'est pas là-dessus qu'Instagram, TikTok et Facebook ont réussi à prendre le marché et à se positionner. Euh, Snap est resté quand même leader sur cette partie de communauté et de partage de photos par la communauté. Ils n'en sont restés en fait qu'à la notion de features et de fonctionnalités, mais sans pouvoir en fait aller plus haut dans la pyramide. Et d'ailleurs, quand on préparait ce webinaire, c'est ce qu'on se disait aussi, c'est que finalement, les startups ont bien compris cette notion de d'abord travailler son produit, son expérience pour être très forte dans sa proposition de valeur, pour après en créer des entreprises beaucoup plus grosses et beaucoup plus solides. C'est un peu ce spirit, en tout cas, cet ADN qu'il faut arriver à remettre du coup en disant, bah, on bosse d'abord une proposition de valeur, d'abord un produit, avant de remonter à la stratégie. Mais du coup, bah, même eux peuvent être un petit peu limités sur cette stratégie de on se copie parce que ça marche. Donc, c'est un mantra à garder qui est pas toujours évident, mais qui fonctionne. Ce qui marche avant tout, c'est bien maintenir sa proposition de valeur, quoi. Exactement. On a pas mal parlé aussi du fait notamment dans les métiers plus traditionnels, des PME, des ETI, les médias, le fait que c'est important pour bien maîtriser cette approche produit, de ne pas avoir peur de se confronter aux innovations, à la culture des métiers de la tech, de l'IA aujourd'hui, plutôt que ce qui permet à la fois d'anticiper les usages plutôt que de les craindre. Est-ce que c'est des choses auxquelles tu as été confronté, toi, dans les directions? Est-ce qu'aujourd'hui, les acteurs avec qui tu travailles, les décideurs, se forment et n'ont pas peur de tous ces nouveaux usages qui arrivent? Bah, tu as un peu de tout, c'est-à-dire que donc oui, confronté, je pense, à chaque fois, mais dans des proportions et de nature différentes. C'est-à-dire qu'effectivement, tu as ceux, qui, ils sont, totalement hermétiques et continuent à penser que, finalement tout ça, reste de la tendance et de passage, tu vois? Donc, voilà, ils n'iront pas jusqu'à dire qu'ils ne croient pas en internet, mais tu as quand même un peu ça. C'est-à-dire que, tu en as qui restent très figés et très fermés dans leurs anciens modèles. Bon, et c'est ceux qui ont le plus de difficultés aujourd'hui. Tu as ceux effectivement qui comprennent qu'il y a des choses qui se passent, mais là de manière là aussi un peu contre-productive, qui en fait veulent profiter de toutes les tendances. Je le disais tout à l'heure, c'est-à-dire que donc là par exemple, tout le monde veut de l'IA, donc tout le monde veut injecter de l'IA partout, à tous les niveaux, mais c'est plus ça en fait qui devient important que réellement ce à quoi ça doit servir et pourquoi on le fait. Voilà, donc qui n'est pas la bonne raison. Et puis tu as ceux effectivement qui ont compris que quelque chose se passait, qui décident de s'y former ou en tous les cas de s'entourer des bonnes personnes et des bons talents. Et pour moi aussi, c'est la bonne approche, c'est-à-dire que on est aussi là dans la réponse à ce à quoi ça doit servir. Et c'est un peu un cercle vertueux, c'est-à-dire qu'à partir du moment où tu sais à quoi ça sert, tu amènes les bons talents viennent à toi parce qu'ils comprennent la proposition de valeur que tu veux servir, et ils viennent quelque part servir une mission et une vision, ce qui a pas mal manqué, encore une fois, aux médias pendant longtemps. C'est-à-dire que les médias sont pas construits autour de cette culture-là, de cette culture de l'innovation et de la tech. Alors de l'innovation un peu, mais par d'autres biais, en tout cas pas par la technologie, plutôt par
l'opportunisme par des initiatives de part et d'autre, mais qui ne créaient pas un tout cohérent. Et aujourd'hui, je pense que on ne peut pas passer à côté de la tech, et surtout la tech devient centrale à tous les niveaux et à tous les étages en fait de toute entreprise. Et donc aujourd'hui, il y a encore un manque et une absence forte là-dessus au niveau des décisionnaires, moi je trouve. Donc là, il y a peut-être aussi un accompagnement à faire et à aller chercher parce que ça va avec le reste. C'est-à-dire que quand on dit que les décisionnaires sont pour moi encore un peu à un niveau assez bas en termes de compréhension de la tech, en tout cas je l'ai pas tous, mais certains et beaucoup de ces univers et de ces entreprises traditionnelles, bah, c'est les mêmes en fait à qui il est difficile de parler de produits, de parler d'expérience utilisateur, parce que ils ne voient pas je pense que ne comprennent même pas en fait la résonance que ça peut avoir dans le travail et les actions qu'il y a à mener. C'est comme tu dis, il y a peut-être une opportunité sur ce sujet-là. Et donc, pour conclure, en tout cas, notre sujet de la singularité, tu voulais, je te laisse terminer sur cette petite slide avant de répondre aux différentes peut-être questions. Donc, Ouais. n'hésitez pas, on a eu une remarque de Stéphane et un point de Charlotte. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas en tout cas à les poser pendant que Thomas conclut sur cette slide de Batman. Ouais, parce que c'est pareil, c'est un point qu'on a remonté en discutant et en préparant ce sujet. J'enfonce voilà une porte ouverte évidemment, mais elle est importante. C'est-à-dire que moi je le vois là aussi trop souvent. Je le disais tout à l'heure, le digital, le numérique, peu importe comment on l'appelle, en tout cas cette volonté de transformation, elle amène les entreprises à démultiplier en fait, alors par obligation sa présence notamment sur les réseaux sociaux, sur tous les supports et via tous les devices, mais je pense que c'est aussi quelque part par une incompréhension, une méconnaissance et puis une volonté un peu d'occuper le vide, de vouloir toujours faire plus sans encore une fois prioriser et sans aller jusqu'à parfois s'autoriser à dire non. Et donc, c'était important pour moi de remettre ce point-là, parce que pour moi, un bon produit, une bonne expérience et aussi une bonne vision, c'est être en capacité de dire non. Non, ça veut dire non, non, mais ça veut dire aussi non, on n'est pas ça. Voilà. Quand on remonte à la vision à la notion de la vision et du pourquoi, c'est être en capacité de dire voilà ce qu'on est, voilà ce qu'on n'est pas. Parce que c'est toujours pareil, c'est le point de départ, mais en n'étant pas tout, forcément, ça permet de cadrer les choses. Et pareil sur le produit, là aussi, je pense qu'on sera tous d'accord, mais sinon je veux bien en débattre, mais c'est que l'accumulation des fonctionnalités au sein d'un produit, c'est évidemment pas la bonne réponse et la bonne option. Elle peut faire plaisir à des décisionnaires en interne, elle peut faire plaisir à l'ensemble des parties prenantes, parce que finalement elle va essayer de tout prendre en compte et de faire des compromis. Mais réellement, en termes d'expérience délivrée, de qualité et de valeur que ça a vis-à-vis de l'utilisateur et du client final, évidemment, c'est pas la bonne option. Donc remettre le non, remettre le pourquoi dans un premier temps et le non ensuite au cœur en fait des choix et des décisions qu'on a à faire pour aller vers le bon produit, pour moi, ça me semblait effectivement essentiel. Merci Thomas. Est-ce que du coup, il y a des questions sur cette fin de webinar? Je vois rien sur le chat. Il y a Eric qui est en train de taper. Ou des réactions, ou des critiques, ou voilà. Charlotte, mais qui peut partir, qui parlait de la stratégie de l'opportunisme. Voilà. Et par exemple, mais du coup, on n'a pas l'air d'avoir de questions en direct. Donc, de toute façon, on reste disponible avec Thomas si vous avez des questions. On vous fera partir un mail, du coup, post-webinar avec, du coup, les coordonnées pour pouvoir contacter Thomas, du coup, si vous avez des questions là-dessus. Et puis, sur comment on peut aussi aller plus loin pour vous accompagner collectivement sur votre pourquoi. Voilà, donc comme il n'y a pas de questions, Thomas, je te propose de conclure. Et voilà, on vous souhaite un bon midi à tous et merci à tout le monde pour cette participation. Merci pour ces 2 heures passées avec vous. Merci pour votre attention. À bientôt. À bientôt.